Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour les flops de la saison, puisqu'on a fait la dernière fois les tops, enfin les surprises, et aujourd'hui les déceptions. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de Timothée. Salut Timothée. Salut JB, salut les GOAT. Comme JB l'a présenté, on est là pour présenter les flops de la saison, autant en coureur ou en catégorie ou en équipe. Donc voilà, et comme la dernière fois, on va le faire de la manière suivante. Le numéro 5, ce sera une petite déception, voilà, quelque chose on aurait pu s'attendre, où on est déçu, mais ça va. Et puis on va monter crescendo jusqu'au 1, où vraiment, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la catastrophe, voilà. Je te laisse commencer avec ton numéro 5. Tu vas nous parler de qui? Alors comme numéro 5, j'ai choisi de présenter Peyo Bilbao parce que bah, il fait une saison qui est, on va dire, quand même correcte par rapport à beaucoup d'autres coureurs, mais on pouvait s'attendre quand même à beaucoup mieux, puisque on se rappelle quand même qu'en 2023, il avait plusieurs victoires d'étape, dont une sur le Tour de France, et qui terminait sixième du Tour de France. Donc on pouvait quand même s'attendre assez logiquement à une grosse saison de sa part pour 2024, alors qu'au final, il se retrouve avec qu'une seule victoire d'étape, et c'est sur le Tour de Slovénie. Donc bon, j'ai rien contre le Tour de Slovénie, mais c'est quand même pas une course exceptionnelle. Et au final, il a quelques résultats, on peut pas dire le contraire. Il fait pas une saison qui est horrible, c'est pour ça que je le classe en numéro 5. Mais je m'attendais personnellement un peu à mieux, et surtout sur les grands tours. Ouais, je suis Je sais d'accord pas avec ce que t'en toi. penses. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais fait la preview du tour de Bahreïn et je l'avais pronostiqué qu'il ferait top 10 et qu'il peut-être irait chercher une étape, ou, enfin, qu'il serait pas loin. Au final, voilà, il a été très discret. Euh, au global, au global, moi, je trouve qu'il mérite la qualification de déception sur cette saison, hein, quand même. C'est ça, c'est pas une saison qui est horrible, c'est pour ça qu'il est pas plus haut dans le top, mais comparé à ses dernières saisons, c'est quand même une déception. Mais donc maintenant, on peut attendre de voir la saison prochaine parce que avec cette saison, on peut pas attendre grand-chose et ça se peut, ce sera une saison qui sera encore pire où il va, à l'inverse, ça se peut, il va revenir à un très haut niveau. Ouais. Et moi, je vais commencer avec du coup mon cinquième, qui est à une déception. C'est un bien grand mot. Mais bon, j'ai commencé les surprises avec Pogacar. Donc voilà. Là, je commence les déceptions avec Philipsen. Est-ce que c'est vraiment une déception? Il a gagné un monument, Milan-San Remo. Il a fait deuxième de Paris-Roubaix. Il a gagné trois étapes du Tour. C'est quand même une saison réussie, on peut le dire. Mais, il commence la saison avec un titre, on va dire, comment dire? Enfin, il a pas eu de trophée, mais voilà, tout le monde pensait que c'était le meilleur sprinter du monde. Et à la fin de la saison, je suis pas sûr que tout le monde pense encore ça, hein. Moi déjà, le premier, je ne suis plus d'accord avec cette opinion-là. Mais en tout cas, il est très disputé ce titre-là en fin de saison. Il n'a pas gagné le maillot vert, alors que tout le monde le voyait, euh, même pas un vélo, mais trois vélos au-dessus de tout le monde avant le tour. Au final, c'était clairement pas le cas. Donc ouais, moi je qualifierais quand même ça de légère déception, en tout cas de déception sur son niveau de sprint. Pour le reste, en termes de résultats, on peut qualifier la saison de réussie, même si voilà, c'est pas sa meilleure saison. Il a quand même le monument qui parle pour le palmarès, donc voilà, on va pas s'éterniser sur lui, mais petite déception pour un mec qui à 26 ans devrait rentrer quand même dans son prime, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que, donc, comme tu l'as dit, au niveau des classiques, c'est réussi, mais on pouvait attendre vraiment mieux de lui quand on voit la taille de sa saison dernière et au final, il se fait quand même battre à beaucoup de sprints. Bon, il va faire beaucoup de bons résultats, mais c'est sûr qu'il y a quand même un petit peu de déception. Donc moi, je vais enchaîner tout de suite avec mon numéro 4. Donc je reste sur un grimpeur après Bilbao parce que j'ai choisi Simon Yates qui un peu je trouve c'est ressemblant à Bilbao qui fait une très grosse saison l'année dernière donc en terminant quatrième du Tour de France et par exemple aussi quatrième de Paris-Nice avec aussi beaucoup d'autres gros résultats
Donc personnellement, moi je l'attendais pour jouer des top 5 sur les grands tours de cette année. Et au final, bah, on l'a presque pas vu. Ses seules victoires, c'est sur la Lula Tour. Donc pareil pour Bilbao tout à l'heure, la Lula Tour, c'est c'est comme je le classe au même niveau que le Tour de Slovénie. C'est quand même une victoire dans la saison, mais c'est pas une victoire qui est impressionnante. Mais je décide quand même de le mettre quatrième dans mon classement parce que pour moi, il fait une saison qui est quand même pire que Bilbao. Parce qu'on voit que sur les courses d'une semaine en World Tour, ce qui était quand même quelque chose où il avait tendance à très très bien réussir. Son seul top 10, c'est sur le Tour Down Under, où il termine septième, enfin je parle en classement général, hein, mais où il termine septième. Et bah, on n'était pas vraiment habitué à ça de la part de Simon Yates, et on pouvait vraiment s'attendre à beaucoup mieux. Ouais, en plus, l'Alula Tour, on parle de sa victoire, mais faut rappeler aussi qu'il a failli pas le gagner, cet Alula Tour, hein. Il y avait William Le Serre et Finn Fisher-Black qui lui ont mené la vie plus que dure. Donc bon, après, c'est une course de début de saison, donc on s'est dit qu'il fallait pas s'y fier. Au final, il fallait peut-être s'y fier, vu le reste de la saison. Donc voilà, deux, trois bonnes étapes sur le tour en échappé, mais sinon, c'était pas trop ça. Toi, t'es côté grimpeur, bah moi je suis côté sprinter, enfin sprinter puncher avec Corbin Strong, dont j'attendais beaucoup. Voilà, moi je pensais que c'était vraiment la saison où il allait exploser. En plus, Israël, en tant qu'équipe, fait une plutôt bonne saison. Mais lui c'est compliqué. Voilà, un sprinter souvent placé, pas souvent gagnant, vraiment très peu gagnant cette saison. J'ai pas le nombre en tête. Je sais qu'il a gagné. Euh, Il en a deux gagné deux, je victoires, crois. hein. Deux. Ouais, c'est ça, deux Donc victoires sur le une Tour de sur. Vénétie et Wallonie. Ouais, voilà. Donc c'est pas dingue, c'est pas des grosses courses, c'est pas une grosse opposition en face. Moi sur la Vuelta, je voulais le pronostiquer à toutes les étapes. Enfin, genre pour moi, il devait en claquer une, au moins une. Bah il l'a pas fait. Il a même pas fait tant de top 5 que ça, hein. Il en a fait 3, c'était assez décevant. Il a abandonné à l'étape 18, donc il avait quand même le temps de faire des résultats. Voilà, pour moi c'est trop faible par rapport à ce qu'il nous a montré, par rapport à ce qu'il nous a promis. Voilà, c'est pour moi il mérite d'être dans les flops. Voilà, j'ai encore plus décevant au-dessus, donc j'ai pas pu le monter très haut. Mais voilà, c'est quand même pas dingue. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Oui, je suis d'accord. Bah, je suis un peu comme toi. J'en attendais beaucoup parce que je trouvais quand même que puis c'était un coureur qui avait une progression assez linéaire, hein, au fil des années et autant les premières années on le voyait quand même vraiment plutôt sprinter. Autant je trouvais que c'était quand même intéressant parce qu'il commençait à se diversifier en étant quand même bon puncher. Mais au final, je trouve que ça lui a réussi pas vraiment parce que il a un bon punch, mais dès que les côtes sont un peu trop raides, un peu trop longues, il craque. Et il a perdu, je trouve, un peu en qualité de sprint. Et donc, il n'est pas suffisamment bon pour être un coureur de sprint massif. C'est ça. Tout le monde ne peut pas être Mats Pedersen ou Arnaud Delisle en fait, hein. Il faut parfois choisir. Écoute, moi je vais enchaîner sur mon numéro 3 parce que le niveau de déception il est assez similaire. Voilà, c'était un peu à la bataille. Je suis allé sur Matej Mohoric qui bah voilà nous a habitués à des saisons où il gagne, où il est tout le temps placé, où voilà c'est un mec. La saison dernière il avait gagné sur le Tour. Il y a 2 ans ou 3 ans il avait gagné aussi sur le Tour à 2 reprises. Euh, cette année, bah, son Tour de France, enfin, il est inexistant, hein. Enfin, inexistant, il a fait les 21 étapes, mais il n'a pas fait un top 50. C'est pour vous dire. Ah si, il a fait un top 20, excusez-moi. Mais c'est vraiment 19e, c'est sa meilleure place sur tout le Tour de France. Pour un mec qui nous a habitués à faire 10 étapes dans le top 10, enfin des trucs de malade, une régularité de fou, bah, cette année, c'était pas trop ça. Il a gagné quand même sur la Volta Communauté de Valence en début de saison. Et puis sur le contre-la-montre des championnats de Slovénie. Écoute, moi, c'est pas ça qui va me faire lever les drapeaux slovènes, perso.
Donc très décevant, même sa saison classique au global, cinquième sur l'Estradé et sixième sur Milan-San Remo, ça laissait quand même espérer, voilà, c'était plutôt de bon augure. Après, sur la saison pavée, il disparaît, d'ailleurs il DNF sur le ronde, donc je sais plus s'il tombe enfin je sais plus trop ce qui se passe. Bon, en tout cas, c'était pas fameux. Donc voilà, donc moi je pense que c'est un coureur quand même dans lequel j'ai pas mal de confiance dans le fait qu'il va rebondir la saison prochaine et qu'il fera mieux. Mais sur cette saison-là, ça m'a grandement déçu, peut-être un peu plus que Corbin Strong, c'est pour ça que je le mets là. Mais en tout cas, il est assez loin de mon top 2 qui est vraiment déception très très forte. Donc c'est pour ça que je profite là pour en parler. Je sais pas si toi tu as un mot à dire sur Mohoric. Ouais, je suis à peu près pareil que toi. Je trouve que c'est vraiment décevant parce que, donc, comme tu l'as dit, il fait 5 et 6 des Strade Bianche et de Milan-San Remo. Donc moi, quand j'ai vu ça, surtout qu'en plus, il a mis une belle attaque sur Milan-San Remo et j'ai même pensé qu'il allait la remporter pour une seconde fois. Donc moi, je m'attendais à une grosse saison de sa part, hein, autant sur les classiques que sur les grands tours, hein. Et au final, il y a que ces deux courses qu'il a vraiment réussi, je trouve, parce qu'au final, il y a rien d'autre de plus. Ouais, une petite mention pour ces championnats du monde de Gravel, où il fait top 10. C'est assez sympa, je Oui. trouve, de voir Et des coureurs de route s'y essayer, parce que oui, on voit Mathieu Van Der Poel, mais Van Der Poel, c'est un mec qui vient du cyclocross, donc c'est même pas de la nouveauté pour lui. Mohoric, c'est un peu s'aventurer en terrain connu. Donc bravo à lui pour ça, mais pour le reste, faudra attendre la saison prochaine et qu'il fasse une meilleure saison, parce que tu vois, quand je vois, juste pour finir, hein, mais le Tour de Pologne, il me semble que c'est une course qu'il a gagnée soit l'an dernier, soit l'année d'avant. Enfin, le René Oui Tour, c'est une course qui lui correspond parfaitement, où habituellement on le voit faire limite top 10 sur les 5 étapes. Cette année, il fait pas top 5 sur aucun des deux. Donc bon, c'est assez parlant comme comme résultat, résultat, ouais. quoi. Ouais, voilà, excuse-moi. Voilà, je sais pas qui toi t'as mis en troisième? Alors moi, en troisième, je change pas, je reste dans mes grimpeurs, hein. J'ai décidé de choisir alors un coureur d'une équipe que je trouve une saison réussie, mais donc pas pour ce coureur-là, c'est Jay Hindley. Parce que Jay Hindley, c'était un coureur que j'avais trouvé vraiment impressionnant. Lors de sa première. Enfin, sur ces 2 dernières années, on le voit remporter le Giro il y a 2 ans. Après cette année-là, j'attendais quand même encore de voir, parce que même s'il avait gagné un grand tour, je voulais quand même qu'il confirme une seconde saison. L'année dernière, on l'a vu quand même vraiment très fort dès le début de saison. On le voit quatrième du Critérium Dauphiné, huitième du Tour de Catalogne. Et surtout, je pense que tout le monde s'en rappelle, un super Tour de France où il gagne une étape et en plus de ça, il va Il porte terminer le septième jaune. du classement général. Il porte le Oui, maillot jaune. il porte le maillot jaune en plus, c'est vrai, j'ai oublié. Et il termine septième du classement général, alors qu'en plus il termine le tour malade, alors que pour moi le top 5 était envisageable pour lui. Ouais, Donc ouais, bah oui, ouais, largement, largement. Pour moi, il pouvait même oui peut-être voilà, envisager c'était le même le. podium. C'était voilà, mais il est Ouais, c'est. tombé, il était malade. Enfin bon, c'était pas facile. Et donc même comme ça, on peut dire quand même qu'il termine septième, ce qui est quand même un énorme résultat pour le Tour de France. Et moi, personnellement, cette année, même si on pouvait voir l'arrivée de Roglic pour la Red Bull Bora, enfin qui était juste Bora en début d'année, je m'attendais à ce que c'était vraiment le second leader, hein, voire même co-leader avec Roglic, et j'en attendais beaucoup, beaucoup de lui. Et au final, il n'y a aucun résultat. Il fait un très bon Tirreno Adriatico en début de saison, où il termine troisième du classement général. Mais après ça, plus grand chose, hein. On le voit pas sur le critérium du Dauphiné, on le voit pas sur le Tour du Pays de Basque. Bon, le Tour de France, certes, il était équipé de Roglic, mais je trouve quand même qu'on l'a très peu vu pour quelqu'un qui a fait des aussi bons résultats sur ces dernières années. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi sur les attentes, parce que ouais, ça faisait 2 saisons qu'on le voyait progresser comme tu as dit, et exactement comme tu as dit aussi, après son Giro, j'avais encore des attentes pour lui, parce que le Giro, on sait que parfois, voilà, cette année il y avait Pogacar, mais t'enlèves Pogacar, imagine la gueule de la start list, parce que pour moi, la bataille pour la deuxième place, c'était vraiment qui la voulait le moins ne l'aurait pas, quoi, entre les trois.
C'était une catastrophe pour moi, la start list du Giro, et ça allait régulièrement ces dernières années, pardon. Donc j'avais encore des attentes. Il avait confirmé, et cette année, trou d'air. Vrai trou d'air. Par contre, je comprends pas aussi la gestion de la Bora Enfin, voilà, Vlasov lui est passé devant en tant qu'équipier de Roglic. Alors ça, c'est peut-être un choix de Roglic, mais c'était étonnant. Et c'est Daniel Felipe Martinez qui a eu le leadership pour le Giro, alors que, alors que pour moi, Hindley est un meilleur coureur. Et voilà, bon, Felipe Martinez a réussi à faire deuxième, donc on va leur dire bravo. Mais pour moi, c'est dommage de ne pas aligner Hindley sur un grand tour en tant que leader. C'est dommage. Il aurait pu, voilà, sur la Volta, par exemple, il y a Roglic, donc on va rien dire, mais il aurait pu faire un bon classement. Sur le tour, on attend que Roglic soit tombé pour qu'il puisse jouer sa carte en échappée. Et puis, il a même pas très bien réussi à le faire. Donc, ouais, une saison globalement très décevante. Et il n'est pas plus haut grâce à son Tirreno, comme tu l'as dit, qui est superbe. Mais son tour de la communauté de Valence était pas dégueu. Donc, début de saison propre. Mais le reste, voilà, ça a chuté. Ça a chuté. Je sais pas si tu veux enchaîner ou si je repars. Oui, je vais enchaîner pour un petit peu changer des grimpeurs, parce que jusqu'à maintenant, trois grimpeurs à la suite. Et là, je vais pas parler de un seul coureur hein, précisément, mais je vais parler, bah, pour la France d'ailleurs, hein, mais des sprinteurs français en général, que j'ai trouvé quand même décevant. Alors, c'est quelque chose de décevant, mais qui est un peu particulier, parce qu'il y a de nombreux coureurs, je dirais, qui n'ont pas eu de chance dans la saison, donc ce qui quand même change plusieurs choses. Mais si on regarde nos sprinteurs, bah, on pense quand même d'abord à Arnaud Démare. Hein. Euh, Personnellement, Arnaud Démare, je l'ai vu arriver à Arkea l'année dernière, hein, et j'ai trouvé qu'il s'était super vite intégré à l'équipe et qu'il arrivait presque tout de suite à remporter des courses. Donc moi, je voulais vraiment le voir s'habituer à cette équipe-là encore plus et faire, pourquoi pas, bah, un très très bon début de saison. Bon, au final, ça n'a vraiment pas été le cas parce que je crois qu'il s'en tire avec une ou deux victoires. Mais pareil que pour d'autres, c'est pas des très grosses victoires. Hein. Donc c'était quelque chose de décevant pour ma part pour Arnaud Démare. Hein. Sinon, pour les autres sprinteurs français, bah, on pense à Brian Cocard. Hein. Bon, alors Brian Cocard, on sait qu'il a eu une victoire World Tour, je crois, sur la deuxième étape du Tour de Suisse. Faut pas en Mais parler. sinon, c'est presque, enfin, c'est très décevant car on le voit très peu placé dans les autres courses, alors que Cocard, c'est quand même un coureur qu'on connaît depuis longtemps et qu'on connaît les qualités, donc on pouvait attendre mieux. Et après, comme deux autres déceptions pour les sprinteurs français, mais alors eux qui, je dirais, ont plus pas eu beaucoup de chance. Bah, je pense tout d'abord à Christophe Laporte, mais bon, entre les maladies et les chutes, on n'a pas pu le voir beaucoup. Heureusement, il Ouais, y et a puis sa petite victoire sur Paris Tour. Hein. il reste quand même dans une équipe aussi où il n'a pas forcément tout le temps sa carte aussi. Donc c'est difficile Oui, c'est d'en attendre 10 victoires dans la saison, quoi. Enfin, je dis un chiffre exorbitant, mais voilà, vous avez compris. ouais, ouais, c'est sûr, c'est un peu ça. Mais bon, donc on va dire que c'est pas la porte qui m'a vraiment déçu, surtout que bah, c'est déjà il y a l'équipe et en plus vraiment pas beaucoup de chance. Et comme second coureur qui a pas eu de chance parce qu'il est revenu de blessure, mais c'était personnellement un jeune coureur que j'attendais beaucoup, c'était Paul Pénoët pour la Groupama FDJ. Mhm. Donc si je me trompe pas, qui a eu une blessure au genou et donc on n'a pas vu, alors que l'année dernière il avait quand même réussi à faire trois ou quatre victoires. Hein. Et cette année, donc, je crois pas qu'il ait de victoire. Hein. Donc, ou peut-être une. Donc voilà, c'est moi les sprinteurs français en. Alors, je savais avant le début de saison que la France n'était pas le pays des sprinteurs et qu'on n'allait pas avoir des centaines de victoires. Hein. Mais je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Ouais, on a Paul Magnier qui sauve le pôle sprint, quand même un petit peu. Et puis t'as dit, la victoire de Cocard en World Tour, mais victoire que je voudrais relativiser aussi parce que, enfin, si Dely déchausse pas à 50 mètres de la ligne ou 100 mètres, jamais il la gagne, quoi. Dely a déjà trois vélos d'avance. Enfin, voilà. Et Cocard, moi, pour moi, c'est lui la vraie déception. Parce que, ouais, démarre en
en fait, Desmarges, j'avais pas beaucoup d'attentes. Et Cocard, lui, je l'attendais au tournant. Voilà. Bon. La chance lui a souri, donc tant mieux. Mais je trouve que sa saison au global est plus que décevante. Mais par contre, beaucoup plus décevant encore que lui est mon numéro 2. Il est très jeune, donc on l'a pas mis numéro un. Mais il s'appelle Sian Hutchebrooks. Attention à la prononciation. Euh, mais hyper décevant pour moi. Le transfert de l'été, on l'avait mis dans les coureurs à suivre. On l'avait mis, enfin, on l'avait encensé après sa première saison pro où il avait fait top 10 sur toutes les courses par étapes qu'il avait fait, y compris les courses par étapes World Tour. Euh, donc, enfin, vraiment, il ne pouvait que faire une super saison. Il avait forcé son départ de la Bora, donc c'était déjà un peu la stupeur. Bon, il commence la saison cinquième au Grand Camino et septième sur Tirreno. On se dit que c'est pas trop mal. DNF en Catalogne, DNF sur le Giro, une belle 35e place sur le Tour de Suisse, 26e sur Burgos et DNF sur la Volta. Qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, je sais pas. Il a forcé son transfert et il n'a pas supporté la pression derrière. Il a, je sais pas, je comprends pas parce qu'on peut pas dire qu'il a pas eu sa chance. Moi, je voyais qu'il arrivait à la Jumbo, je me disais peut-être que ça va être compliqué. Il y a Vingegaard, voilà. Mais autour de Vingegaard, étant donné que Sepkus ne joue pas les classements généraux, enfin ne veut plus les jouer, que Roglic est parti, que Kruijswijk est bien trop vieux pour jouer tout ça, bah, au final, il a eu le leadership sur 2 grands tours dans la saison. Il en a rien fait, rien du tout. Parce que il DNF le Giro, il est top 10, mais il est très très loin de la bataille quand même pour le podium. Et il DNF la Vuelta, il est même pas dans le top. Il est 57e au général. C'est pour dire le désastre. Moi, au début de la Vuelta, je me disais quand même, il allait peut-être racheter sa saison parce que on était déjà un peu en train de paniquer. Pas du tout. Donc, je sais pas d'où ça peut venir. Je sais pas si la préparation avec son nouvel entraîneur à la Jumbo n'a pas du tout fait l'affaire. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. J'espère juste qu'il va réussir à se reprendre, que la saison prochaine, il va rebondir pour remonter plus haut. Mais ouais, non, une déception que je sais même pas qualifier. Franchement, j'ai hésité à le mettre en numéro un. Il y a juste un point qui est encore pire que lui, mais c'est très fort ce qu'il a fait à niveau déception quand même. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, ce que je suis vraiment d'accord, c'est que je trouve que c'est difficile de comprendre parce que autant on peut voir de nombreux coureurs où ils ont du mal à changer d'équipe pour la première année, ce qu'on peut comprendre, hein. Mais lui, bah, ça n'avait pas vraiment l'air d'être le cas, puisque comme tu l'as dit, s'il fait un bon résultat sur Tirreno Adriatico, un bon résultat sur Gran Camino, bon, c'était pas des résultats excellents, mais moi, quand j'ai vu ces résultats, je me suis dit, bon, bah, il a peut-être encore un peu de chemin à faire avec l'équipe, mais le transfert s'est plutôt bien passé. Et puis après, comme tu viens de l'expliquer, bah, au final, ça n'a pas donné grand-chose. Et là, c'est le drame. C'est exactement ça. Il est passé de alors peut-être à pas du tout. Donc voilà. Je sais pas si tu veux peut-être donner ton numéro un et on finira par le mien parce que je crois qu'on est très très d'accord dessus. Donc Oui, ce sera oui. plus. Voilà. Donc, je vais commencer par... enfin, je vais terminer par mon numéro un. Alors, je change de mes grimpeurs et je vais prendre un sprinter, hein, et je prends Fabio Jakobsen. Parce que Fabio Jakobsen, c'est un coureur où on sait qu'il a eu des problèmes avec des chutes sur le Tour de Pologne ou à d'autres endroits. Donc ça, c'est sûr que c'est un inconvénient. Mais pour moi, je suis quand même vraiment déçu, parce qu'après sa chute du Tour de Pologne, on le voit quand même vraiment bien revenir. Il regagne une étape sur le Tour de France.
Même en 2022, je sais plus combien de victoires d'étape il a, mais je crois qu'il a plus de 10 victoires dans l'année avec quand même des très belles courses et beaucoup de courses sur le tour, hein. L'année dernière, c'est à peu près pareil. Je crois qu'il a un peu moins de 10 victoires, mais si je me trompe pas, il est à peu près à 6-7. L'année Donc, dernière, il fait un bon début de saison. Il bat notamment Philipsen sur le Tour de Belgique ou je sais plus quoi. Enfin, et puis il arrive sur le Tour et il tombe assez rapidement. Et puis il est fantomatique pendant le reste, pendant la fin de saison. Ce qui fait qu'on arrive à l'intersaison et qu'on voilà, Philipsen n'est plus contesté comme le meilleur sprinter du monde, mais Jacobsen, voilà, niveau pointe de vitesse, on se dit que c'est peut-être quand même lui le plus rapide de tous. Je te laisse reprendre la main pour nous dire si ça a été le cas. oui, voilà, bah beaucoup de personnes voulaient le voir au même niveau que Philipsen sur les sprints massifs. Et pour cette saison 2024, bah, ça n'a pas été du tout le cas, parce qu'il se retrouve avec seulement une seule victoire. Donc parfois on va dire qu'une seule victoire pour un grimpeur, hein, c'est pas une très bonne saison, mais ça pourrait être pire, hein. Mais une seule victoire pour un sprinter, c'est vraiment décevant. Surtout Surtout que quand c'est cette sur seule le Tour de victoire Turquie. d'étape, c'est sur le Tour de Turquie justement, donc c'est quand même pas un tour exceptionnel. Et sinon, même comme ça, je pense à certains sprinters qu'on a vu ne pas avoir de chance et faire peut-être 10 deuxièmes places et avoir qu'une seule ou deux victoires, hein. Alors que lui, c'est même pas le cas. Des podiums, en plus de cette victoire sur le Tour de Turquie, il y en a que deux. C'est sur Nokere-Koer, c'est une autre étape du Tour de Turquie. Donc, encore une fois, pas des courses exceptionnelles. Donc, pour moi, c'est vraiment une des plus grosses déceptions de l'année. Parce qu'on pouvait en attendre que ce soit, j'allais dire, le meilleur sprinter du monde. Peut-être quand même pas, mais au moins qu'il fasse partie des trois meilleurs sprinters du monde et le voir se battre avec Philipsen tout au long de la saison. Et je crois qu'il n'y a même pas un seul tour, hein, ou un seul moment de la saison où on a pu croire que Philipsen allait battre, que ce soit, je veux dire que Jacobsen allait battre, que ce soit Philipsen, Merlier, Milan ou même Keuj. Il a toujours Ouais, été très très loin. je suis d'accord avec toi. Maintenant, là, à l'heure actuelle, si on faisait un top 10, je pense qu'il est loin de rentrer dans le top 10. C'est pour dire le déclassement qu'il a connu. Voilà, on va pas s'acharner sur lui. De toute façon, voilà, je pense que beaucoup de gens s'attendaient à le voir haut dans ce classement. Il était déjà dans les déceptions un petit peu la saison dernière. Je sais plus si on en avait parlé exactement de lui, mais je sais que voilà. Peut-être Anto nous en avait empêché vu que c'est un grand fan, mais même lui, cette saison, il peut pas le défendre. Voilà, c'est l'accumulation des chutes peut-être. On sait qu'il y avait eu l'embrouille avec Lefebvre l'an dernier qu'il avait desservi. Au final, il est parti, donc la nouvelle équipe n'a rien changé. Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans les jambes? Ça commence à être inquiétant pour lui. 28 ans, pour un sprinter, voilà, ça commence à être un peu juston, hein. C'est souvent les petits jeunes casse-cou qui perfent au sprint, pas les trentenaires, à part Cavendish qui voilà. Donc voilà, et on va finir par le flop. Je pense que c'est encore plus que Jacobsen, parce qu'on va parler d'une équipe au global. Vous l'avez sûrement deviné, c'est la Ineos. Ineos qui est un des plus gros budgets du peloton. Je crois que c'est le troisième, si je ne m'abuse, derrière UAE et Jumbo. Et il n'y a pas une différence énorme entre eux et les deux méga écuries. Pourtant, 14 victoires cette saison pour la Ineos, c'est deux fois moins que Pogacar à lui tout seul. Juste pour, c'est impressionnant. Et là-dedans, il y a quand même un, deux, trois, quatre contre-la-montre, dont deux qui sont des championnats nationaux. Il y a le championnat national de Grande-Bretagne de Ethan Hayter qui, voilà, lui, on peut en parler dans les déceptions aussi, hein. Ethan Hayter qui a une seule victoire cette saison, alors que il s'est aligné sur des courses où il y avait littéralement que lui qui savait sprinter et il n'était pas fichu de les gagner quand même. Donc voilà, les mots sont durs, mais, mais voilà, t'as aussi les championnats d'Équateur de Narvaez, t'as le contre-la-montre du Grand Camino. Enfin, c'est horrible, c'est horrible.
euh, 2 étapes du Tour d'Autriche. Enfin bref, voilà. On a quand même, pour sauver tout ça, l'Amstel de Thomas Pidcock, qui, je pense, on peut le considérer lui comme une déception. Mais bon, il arrive quand même à gagner l'Amstel, donc voilà, ça sauve sa saison à lui. 2 étapes du Giro, Jonathan Narvaez notamment qui porte le maillot rose, ça c'était peut-être le highlight de la saison de Ineos. C'était vraiment un bon moment, mais ça reste moyen. Il y a un podium sur le Giro pour une équipe qui avait l'habitude de jouer les classements généraux à une époque. Donc voilà, pareil, c'est Geraint Thomas, hein. Enfin, Geraint Thomas, il a plus l'âge pour être le mec qui porte ton équipe. Ça a plus l'âge pour être le mec qui fait la performance de ton équipe sur l'année. Enfin, il a 38 ans, faut arrêter de compter sur lui, quoi. C'est pas normal. Voilà, on est un peu dur parce qu'ils ont gagné le Tour de Romandie avec Carlos Rodriguez. Voilà, on l'oublie peut-être un petit peu. Mais même Carlos Rodriguez, au global, je pense que sa saison, elle peut être qualifiée de décevante, hein. Quand on voit son Tour de France l'an dernier et celui de cette année, je trouve qu'il y a régression. Donc peut-être qu'il est plus régulier sur la saison, mais les pics étaient moins hauts. Donc voilà, moi je suis déçu par quasiment tous les coureurs de leur effectif, ce qui est quand même une performance assez rare, à part Jonathan Narvaez. Mais Jonathan Narvaez, devinez quoi, il est plus là l'an prochain, hein. Donc va falloir se lever tôt chez Ineos. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est presque une des premières fois de ma vie que il y a vraiment presque, bah, comme tu l'as dit, 100% des coureurs qui nous ont déçus. Et encore, il y a certaines équipes où si on est un peu déçu par les coureurs, bon, on peut se dire qu'il y a eu des problèmes dans l'équipe, que c'était des coureurs qui devaient confirmer. Alors que là, non. Là, presque aucun des coureurs d'Ineos, on les attendait pour confirmer, à part des coureurs très jeunes. C'est que des coureurs dont on connaissait déjà les capacités et qui avaient des très nombreuses victoires sur ces dernières années. Et d'ailleurs, je trouve le point qu'on peut voir qui montre tout ça, bah, c'est le classement UCI par équipe de cette année. Ineos, c'est quand même censé, ça a été pendant longtemps la meilleure équipe du monde. Bon, ça fait déjà quelques années que c'est plus le cas, Ouais. mais pour moi, elle était sur le podium quand même. Elle était derrière Visma et UAE. Et cette année, si je me trompe pas, je crois qu'elle termine septième du classement UCI de l'année 2024. Donc je trouve ça bah, vraiment Parlant, très loin de ce qu'on pouvait attendre. ouais, c'est parlant. On va quand même pas descendre tout le monde dans l'équipe. Il y en a qui méritent des petites félicitations du jury malgré ça, notamment Egan Bernal, qui nous fait quand même une très belle saison par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport aux chutes qu'il a eues récemment. Et voilà, moi j'en attendais pas du tout une aussi belle saison. Après, ça reste, voilà quoi. Il nous fait pas de folie sur le Tour de France, d'ailleurs un Tour de France dans l'anonymat le plus total. Mais quand même, voilà, il avait fait un très bon Tour de Suisse, quatrième, un bon Tour de Romandie où il fait top 10, un bon Tour de Catalogne et même un bon Paris-Nice. Donc vraiment, genre globalement sur les courses d'une semaine, il nous a rappelé enfin, que c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Lorenz de plus, qui nous a fait un très beau Tour de France. Puis voilà, hein, après ça, Filippo Ganna, on peut le considérer comme décevant sa saison, même si c'est pas une grosse déception, c'est pas ouf. Ethan Hayter, on en a parlé. Kwiatkowski, on n'en attendait pas forcément des monts et merveilles. Thomas Pidcock, pour un mec qui doit jouer les classements généraux, qui se spécialise maintenant dans ça, soi-disant, bah, y a rien. Il y a rien. Au final, sa meilleure performance, elle est sur les classiques. Donc peut-être que c'est pas une si bonne idée de s'aventurer dans les classements généraux. Enfin bref, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Carlos Rodriguez, on est passé dessus. Magnus Sheffield, j'attendais la confirmation. Au final, elle n'est pas venue. Donc peut-être l'an prochain, hein. Voilà, il est encore jeune, 22 ans. Même constat pour Ben Turner, où j'attends encore confirmation de ce qu'il nous a montré il y a maintenant 1 ou 2 ans. Voilà. Il y a Joshua Tarling quand même qui a fait une bonne saison aussi, hein, à 20 ans. Voilà.
Sur les contre-la-montre, faut compter sur lui. Et même sur la saison classique, je sais il avait été exclu de Paris-Roubaix, mais c'était le meilleur Ineos, hein. C'était le dernier à suivre les meilleurs, entre guillemets, parce que voilà, c'était avant que Van Der Poel se barre tout seul. Mais voilà, Tarling, c'est clair que lui, faut réussir à le prolonger. Et puis ils ont recruté Axel Laurence, donc on verra ce qu'il peut donner l'an prochain. Je pense que c'est quand même un mec qui peut apporter des victoires, mais voilà, c'est quand même pas glorieux, comme tu l'as dit. Je pense qu'ils méritent largement leur place de numéro un. Dites-nous si vous avez d'autres déceptions dont on n'a pas parlé, hein, il y en a plein. Nous, on a essayé de sélectionner quand même aujourd'hui un peu mieux que ce qu'on avait fait sur les surprises, un peu plus sérieusement, et d'avoir vraiment des vraies déceptions qui sont palpables. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, le petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En ce moment, la chaîne marche plutôt bien. C'est grâce à vous. On vous en remercie. Et puis, c'était les GOAT. À lundi.